Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre ce matin les débats des sénateurs portant sur le septennat non renouvelable. C'est une proposition de loi constitutionnelle du patron des sénateurs du groupe RDSE, ce groupe à majorité de radicaux de gauche, Jacques Mézard. Jacques Mézard qui estime qu'il faut revenir au septennat renouvelable, que le quinquennat a porté préjudice à la fonction présidentielle. Selon lui, eh bien, désormais le président de la République est incapable d'incarner le pouvoir d'État. Le temps présidentiel s'est aligné sur le temps médiatique et tout cela nuit au débat démocratique. Rappelons qu'en même temps, à l'Assemblée nationale, une proposition de loi semblable a également été déposée et signée par des députés de tous bords, aussi bien des UMP que des centristes, que quelques élus Front National. On le voit, le débat n'épargne aucun parti. Bref, en cette période de véritable crise institutionnelle et où de nombreux élus réclament l'avènement de la 6e République, le chef de l'État n'est pas épargné, très loin de là. Tout de suite donc, retour à ce débat qui s'est tenu mardi au Sénat. C'est Jacques Mézard qui commence la discussion, lui, qui est l'auteur de cette proposition de loi constitutionnelle. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, réfléchir sur l'évolution des institutions est légitime pour une assemblée parlementaire et pour le Sénat. Considérer aujourd'hui que le fonctionnement des institutions ne poserait pas de problème me paraît quelque chose de non raisonnable. Et d'ailleurs, il suffit de constater que sur tous les bancs, dans toutes les sensibilités politiques, le débat existe, il est naturel, il est légitime. Et notre groupe a souhaité que ce débat puisse commencer de manière formelle devant notre Haute Assemblée. Je rappelle que, à l'issue du référendum tenu le 24 septembre 2000, qui avait été marqué par le triomphe de l'abstention, puisqu'il faut se souvenir qu'à l'époque, 74,7% des inscrits n'avaient pas voté. La loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 établissant le quinquennat mettait fin à une tradition constitutionnelle en vigueur depuis 1873. C'était un bouleversement institutionnel qui était passé presque inaperçu. Aujourd'hui, les effets, pour certains, les méfaits du quinquennat sur l'équilibre des pouvoirs sont connus et reconnus. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de remettre cette question dans l'actualité. Nous ne sommes pas les seuls, d'ailleurs, à réfléchir sur les institutions. J'ai vu que le président de l'Assemblée nationale s'y intéressait de près et avait mis en place un comité, d'ailleurs, dans lequel il y a peu de sénateurs. Et nous avons souhaité, en inscrivant cette proposition de loi à l'ordre du jour de la Haute Assemblée, que ce débat puisse commencer. J'ai constaté que récemment, un certain nombre de députés avaient déposé une proposition de loi un peu semblable. Il n'y a, Monsieur le Ministre, aucune corrélation directe entre les dépôts de ces deux propositions de loi. Je ne doute pas que ça vous rassurera. Nous avons bien entendu, Monsieur le rapporteur, votre argument selon lequel l'image des parlementaires serait atteinte par la réflexion nécessaire sur cette question. Mais nous ne pouvons le recevoir. Le consensus sur le quinquennat est en fait, dans l'opinion et dans la vie publique, remis en cause aujourd'hui par la position difficile de l'institution du président de la République, qui est soumis à toutes les avanies de l'actualité, aux volte-face de l'opinion que l'on sait, que nous savons, capricieuse et volage. Et il relève du courage de nous autres, élus de la République, de savoir mener des réformes, même lorsqu'elles ne sont pas ou peu populaires. Le philosophe Schopenhauer soulignait qu'une fois que l'opinion
a eu pour elle un bon nombre de voix, les suivants pensent qu'elle n'a pu les obtenir que grâce à la justesse de ses fondements. Il rajoute : les autres sont alors contraints de reconnaître ce qui est communément admis pour ne pas être considérés comme des esprits inquiets, s'insurgeant contre des opinions universellement admises ou comme des impertinents se croyant plus malins que tout le monde. Adhérer devient alors un devoir. Et nous n'adhérons pas, en ce qui nous concerne, à un régime factice de l'opinion du plus grand nombre. Par ailleurs, je voulais corriger un point, monsieur le rapporteur. Pour nous, il ne s'agit pas de façon latente ou avouée d'affaiblir la fonction du président de la République, mais bien plutôt de lui redonner un statut qu'elle a perdu en la restaurant dans son rôle d'arbitre au-dessus de la mêlée. L'hypertrophie du président de la République n'est pas un atout de la fonction, contrairement à ce qui pourrait être pensé, surtout dans un régime où l'exécutif se voudrait bicéphale. J'ajoute que, et je m'adresse là au rapporteur, que je ne doute pas, vu sa sensibilité politique, et je salue Monsieur le Président de la Commission des lois, que lorsqu'on reprend les propos du général de Gaulle sur le septennat et la non-concomitance de l'élection des députés et du président de la République, on s'aperçoit là que la mise en place du quinquennat est à l'encontre totalement de la volonté initiale de celui qui a voulu la Ve République. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à nous inquiéter de cet affaiblissement de la fonction présidentielle. Je l'ai dit, d'autres parlementaires, il y a quelques jours, ont déposé un texte assez semblable. Mais le débat se justifie pour nous par l'ampleur des dégâts du quinquennat dans le régime de la Ve République. C'est cet argument que je considère comme fallacieux qui a été avancé, qui ne peut nous être opposé. Les 12 années de quinquennat nous donnent désormais le recul nécessaire pour faire aujourd'hui un bilan d'une réforme. Ce bilan n'a pas à être positif, car il faut savoir reconnaître ses erreurs et celles de ses prédécesseurs. Cela ne fonctionne pas bien, et il faudrait que nous nous en contentions. Je ne crois pas que ce soit une bonne façon de faire évoluer les institutions. Pour notre part, nous ne souhaitons pas adopter ce type de considération pour le moins défaitiste et immobiliste. Notre République n'a-t-elle pas sans cesse besoin d'être adaptée, modernisée, améliorée? C'est ce que l'on nous rabâche d'ailleurs à longueur de semaines et de mois. Donc, s'il est un domaine dans lequel il faut savoir évoluer, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut une 6e République. Nous disons, nous, simplement, il y a un système qui mérite une évolution. Je rappelle d'ailleurs que dans la Ve République, il y a eu des évolutions considérables déjà. Avant le quinquennat, en 1962, il y a eu une évolution considérable, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel. Je ne fais pas partie d'un groupe qui a soutenu à l'époque cette élection au suffrage universel. Et en relisant ce qui m'est arrivé quand même un certain nombre de fois, les discours du président Monnerville, j'y voyais et j'y lisais ces mots qui sont quand même extrêmement clairs et qui ont annoncé bien des vicissitudes de la Ve République. Le président Monnerville, en 1962, disait « Réunir en une seule main, sur une seule tête, tous les pouvoirs sans nul contrepoids, c'est proprement abolir la démocratie ». Il faut dire qu'il s'adressait aux Français, et il s'adressait aux Français avec un texte qui avait pour titre « La Constitution est violée, le peuple est abusé ». Nous avons vu la suite et je vous conseille, mes chers collègues, de relire un certain nombre de ces discours, surtout ceux d'ailleurs de 62 et de 1969. Ils sont assez prémonitoires de ce qu'est devenue la Ve République. Quand on voit l'historique de la question de la durée du mandat présidentiel, le quinquennat a été effectivement une question récurrente dans la vie politique et institutionnelle de la Ve République. De Georges Pompidou à François Mitterrand, en passant par Jacques Chirac et son Premier ministre Lionel Jospin, qui a réactivé la question en 2000, la durée du mandat présidentiel a suscité constamment des débats.
Près de 3 quinquennats plus tard, nous pouvons dire aujourd'hui que son instauration a considérablement modifié la pratique de nos institutions issues de la Constitution du 4 octobre 1958, sans que les conséquences majeures de cette modification a priori minime et présentée comme minime à l'époque aient été perçues et prises en compte. Adoptée dans la quasi-indifférence de nos concitoyens, le remplacement du septennat par le quinquennat a en réalité constitué un bouleversement constitutionnel dont nous mesurons les uns et les autres depuis quelques années les conséquences souvent dommageables. Car quelles sont les conséquences de l'instauration du quinquennat dans la vie politique actuelle? Le quinquennat, qui est aussi appelé présidence de législature par la concomitance de l'élection du président de la République suivie de l'élection des députés, a mis fin au statut particulier d'arbitre institutionnel qui était celui du président de la République et qui était la volonté expresse des rédacteurs de la Constitution de la Ve République. Le fondement même de la Constitution de la Ve République, et en particulier l'article 5, mon excellent collègue rapporteur, l'article 5, c'est de faire du président de la République un arbitre au-dessus des partis. On sait d'ailleurs ce que pensait des partis l'illustre personnage qui avait mis en place cette Constitution. Et il faut ainsi souligner que les constituants de la Ve République concevaient la durée de la fonction présidentielle clé de voûte des institutions, en fonction de son importance et de la conception de l'équilibre trouvé entre les différents pouvoirs. C'est la position qui est consacrée par l'article 5. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Mais brandissant le spectre de la cohabitation, les partisans du quinquennat, issus d'ailleurs des différentes sensibilités, sont parvenus à imposer leur vue, réfutant la souveraineté des électeurs qui, en 1986, 1993 et 1997, avaient choisi de leur plein arbitre de confier le destin national à une majorité différente. On verra d'ailleurs si avec le quinquennat ça peut arriver. Or, le quinquennat ne semble pas avoir une nouvelle fois réglé la question de cette configuration institutionnelle. La cohabitation est et sera toujours possible tant que le président de la République disposera du droit de dissolution, monsieur le rapporteur. Si l'on voulait empêcher toute cohabitation, il aurait alors fallu supprimer l'article 12 de la Constitution plutôt que d'instaurer le quinquennat. Car un des vrais problèmes du fonctionnement de la Constitution aujourd'hui, de nos institutions, c'est censure et dissolution par rapport au quinquennat. Et il faudra bien avoir ce débat, il est urgent. Effectué au nom de l'impératif de la modernisation des institutions, le remplacement du septennat par le quinquennat ainsi que l'inversion du calendrier ont altéré et même dénaturé la nature constitutionnelle originelle du président de la République. L'alignement de la durée de fonction présidentielle sur celle de la fonction parlementaire a mis fin aux privilèges du président de la République et l'a finalement transformé en super-élu, chef de la majorité, en lieu et place du Premier ministre. Et ce que nous vivons ces dernières années et ces derniers mois en est la claire illustration. Les conclusions du comité Vedel en 1993 avaient souligné clairement les contradictions inhérentes au quinquennat présidentiel. Je le cite, « Ainsi, la réduction de l'exécutif à la seule personne du président ferait en réalité de celui-ci le véritable Premier ministre. Or, il est singulier de vouloir tout à la fois réduire dans le temps les pouvoirs dévolus au chef de l'État et, dans cette durée, les renforcer et les étendre plus encore. » Et le doyen Vedel était un excellent constitutionnaliste, monsieur le rapporteur, lui aussi,
parfaitement sage dans ses propos. Entre un président de la République, chef de la majorité, et un président de la République, arbitre des institutions et par nature irresponsable, il faut choisir. Comment, dans ces conditions, s'étonner de l'abaissement de la fonction, qui est le corollaire du désenchantement des citoyens vis-à-vis de leurs institutions? Car l'hyper-présidentialisation, dont d'aucuns sur les bancs ici présents ont pu faire le procès sous le précédent quinquennat. Les quinquennats changent, mais le problème reste le même. Eh bien, l'hyper-présidentialisation n'est pas synonyme, je l'ai dit, d'un renforcement de l'autorité du président. Elle est synonyme de la polarisation de la vie politique autour d'une personnalité, d'un homme médiatiquement surexposé et responsable individuellement des malheurs collectifs de la France. L'abaissement de la fonction, au sens où l'entend notre rapporteur, serait donc salvateur pour cette figure centrale de la Ve République, puisque cela lui permettrait au contraire de retrouver une stature et une autorité nationale. Nous n'avons manifestement pas la même vision. L'argument de la modernité, avancé en d'autres circonstances et d'autres lieux, a également été celui des défenseurs du quinquennat qui ont fait valoir l'accélération de l'histoire, ainsi que l'importance du temps médiatique. La modernité ne peut-elle pourtant s'accommoder du temps de la réflexion nécessaire pour mener des réformes législatives efficaces et nécessaires pour ne pas légiférer par retouches et petits arrangements, ce que nous connaissons quelles que soient les majorités en place. Enfin, doit entrer en ligne de compte le rôle du chef de l'État dans la politique internationale, et notamment son rôle de représentation. Le temps est un facteur essentiel des relations internationales. Compte tenu de l'importance des relations personnelles entre chefs d'État, du fait que de nombreuses décisions, même économiques, sont prises lors de sommets, le temps doit conférer au chef de l'État une expérience, mais aussi une autorité morale et un pouvoir d'influence qui lui permettent de négocier et d'appuyer ses revendications. L'exemple d'ailleurs du rôle du couple franco-allemand, Adenauer-de Gaulle, Schmitt-Giscard d'Estaing, Kohl-Mitterrand, dans la relance de la construction européenne est à ce titre révélateur de la puissance de la durée. Obligeant le titulaire de la fonction présidentielle à se placer dans la position de candidat à sa succession, parce que ça c'est la réalité que nous vivons, et d'ailleurs l'actualité en est la démonstration, le quinquennat nuit à la qualité du débat politique, tandis qu'il consacre un nouvel affaiblissement du Parlement. Le quinquennat a induit dans la situation temporelle de la vie politique un système négatif. La preuve, s'il en est besoin, nous la trouvons dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. À peine 2 années après l'élection du nouveau président de la République, les candidats à sa succession, dans l'opposition comme dans la majorité, se sont déjà déclarés les uns après les autres. Nous y voyons une américanisation de la vie politique, avec l'entrée en jeu de la campagne des primaires 3 années avant l'élection. Il est souvent d'ailleurs reproché au président des États-Unis, en exercice, de ne plus être que le candidat à sa propre succession les 2 dernières années de son mandat. La théorie économique du cycle électoral a bien illustré ces problématiques. Appliquée ainsi à la fonction présidentielle, cette théorie montre que le titulaire de la fonction présidentielle, loin de pouvoir arbitrer le destin national du pays conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution de 1958, se voit obligé d'entrer dans la mêlée politique, dans la perspective très proche de sa réélection. La conséquence essentielle de cette nouvelle temporalité est de privilégier le court terme médiatique sur le long terme et de faire ainsi passer l'intérêt partisan avant l'intérêt général. Enfin, l'adoption du quinquennat a eu pour dommage plus que collatéral celui de restreindre les marges de la majorité parlementaire, désormais plus que jamais tenue dans un rôle de chambre d'enregistrement des directives du pouvoir exécutif. Nous en payons tous les jours le prix fort. Après 3 quinquennats, le président de la République ne peut plus aspirer à incarner le pouvoir d'État. Le temps présidentiel s'est finalement aligné sur le temps médiatique, sans que les bienfaits attendus de cette accélération du temps politique ne se réalisent. Le maintien du quinquennat ne pourra se faire qu'au détriment de l'intérêt national.
Notre proposition de loi constitutionnelle prévoit donc de revenir à la durée initiale du mandat présidentiel, à savoir le septennat, pour un strict équilibre des institutions. Nous ne vous proposons pas de supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel, ce serait un pas difficile dans les circonstances actuelles. D'empêcher l'exercice de 2 mandats présidentiels consécutifs au vu de sa durée. Il convient de donner en 7 années, on peut mener une politique dans la liberté, en étant moins soumis aux aléas des différentes élections. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière comme le rapporteur a pu le faire valoir. Nous ne souhaitons pas revenir au septennat renouvelable qui a d'ores et déjà montré ses limites. Le septennat non renouvelable constitue une forme d'adaptation à la modernité et à sa temporalité particulière. Le comité Vedel avait lui-même mis en avant les avantages d'un tel dispositif en considérant que la durée de 7 ans convient au développement d'un projet appuyé sur une majorité et lui suffit en même temps, que l'importance et la nature des pouvoirs confiés au chef de l'État restituent à la fonction arbitrale tout son sens si son titulaire ne peut se présenter à nouveau au suffrage, enfin que l'autorité du président de la République en matière internationale gagnerait à l'accomplissement d'un seul septennat. Je crois que c'était à l'époque et c'est toujours une réflexion pleine de sagesse. La fonction ne serait plus atteinte par les biais du cycle électoral bien connu des économistes, tout en retrouvant une dignité et une sérénité nécessaires dans l'art de gouverner. Voilà, mes chers collègues, l'objet de cette excellente proposition de loi constitutionnelle que nous vous demandons de voter. Merci, Monsieur le Président Mézard. Monsieur Hugues Portellier, rapporteur de la Commission des lois, a la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le Président Mézard, mes chers collègues, la proposition de loi constitutionnelle déposée par le Président Mézard et son groupe est une proposition sûrement excellente, en tout cas très intéressante, au moins pour une raison, c'est qu'elle nous permet de poursuivre, et non pas d'ouvrir, un débat qui dure depuis 1958, à savoir celui non seulement de la fonction présidentielle, mais du cadre temporel dans lequel elle s'exerce. D'abord, un point de rappel et de comparaison, puisque la question donc, du retour au septennat pose la question évidemment des raisons pour lesquelles le quinquennat a été adopté. Le septennat d'abord. Rappelons que le septennat, ce n'est pas au départ une tradition républicaine. C'est un compromis passé entre les 2 traditions dynastiques qui se partageaient la querelle de savoir qui exercerait le pouvoir politique en France dans les années 1870. Et ce compromis dynastique a porté sur 7 ans. 7 ans, le temps nécessaire pour régler la question de la durée de vie présumée du comte de Chambord. Et donc, le compromis de 1873 a été ensuite introduit dans les institutions de la Troisième République, tout simplement pour une raison, c'est que lorsque les républicains sont devenus majoritaires et lorsqu'ils ont vidé la fonction présidentielle de son contenu politique, eh bien, le fait que le président de la République soit élu pour 7 ans n'avait plus grande importance. Et donc, ce qui était au départ un compromis de circonstances est devenu une tradition, tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'objet pour la querelle. Et donc on a gardé le septennat. On a gardé le septennat, et lorsqu'en 1946, après avoir évacué le premier projet de constitution, on s'est rangé à un retour partiel à la Troisième République avec la constitution d'octobre 1946, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé le septennat dans la conception qui avait été celle de la pratique de la République troisième jusqu'en 1940. Et donc, Vincent Auriol, René Coty ont été des présidents élus pour 7 ans, mais avec un pouvoir qui était encore moindre que celui que détenait le président de la Troisième République. Et on arrive en 1958. Alors en 1958,
il faut quand même se rappeler que lorsque les rédacteurs de la Constitution l'ont rédigée, ils avaient 3 mois. Ils avaient 3 mois pour rédiger la Constitution, et la rédaction a été faite dans les délais les plus brefs de l'histoire républicaine. Et vous savez pourquoi? Parce que si la Constitution n'était pas adoptée avant octobre 1958, on retournait automatiquement à l'application de la Constitution de la 4e République. Donc on a été très vite. Il y a des parties entières de la Constitution qui ont été reprises de la Constitution antérieure. On n'a pas rédigé de déclaration, on a pris un préambule qui était un copier-coller de celui de 1946. On a même sauvegardé les principes fondamentaux du préambule de 1946, faute d'avoir le temps de faire autre chose. Et quant à la conception de la fonction présidentielle, ce qui était essentiel pour le général de Gaulle, c'était surtout de l'exercer. La question du mandat de 7 ans ne s'est pas posée. Pourquoi? Parce que pour les gaullistes à l'époque, il fallait que le mandat dure longtemps. Michel Debré, pendant la guerre, avait écrit un livre durant lequel il avait même estimé que la durée idéale d'un mandat pour un chef d'État était de 12 ans. Il avait fait la moyenne des grands règnes de la période d'Ancien Régime, et il avait trouvé que 12 ans, c'était pas mal. Et si bien que finalement, 7 ans, c'était en quelque sorte pour lui un pis-aller. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le septennat donc a été adopté, il a été introduit, il a été voté, mais dans la conception du général de Gaulle, ce septennat était une durée maximale. Le président de la République était élu, il était rééligible, mais en même temps, la contrepartie de ce mandat de 7 ans, c'était la responsabilité politique du président de la République devant le peuple. Et le fait que le président de la République pouvait, à tout moment, à l'occasion d'un référendum notamment, demander au peuple la question de confiance. Poser au peuple la question de confiance et avec la sanction de démissionner en cas de réponse négative de l'électorat. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en 1969, le fameux référendum du 27 avril, 53% de non, le 28 avril, le général de Gaulle démissionne. Autrement dit, d'un côté, vous avez le septennat qui assure un pilotage à long terme de l'action publique, mais d'un autre côté, vous avez une responsabilité permanente du chef de l'État qui fait qu'à tout moment, celui-ci peut être amené à démissionner lorsqu'il perd la confiance du peuple. C'était la conception du général de Gaulle. Et dire que c'était étranger à l'idée des rédacteurs de la Constitution de 1958, évidemment, c'est absolument faux. Car ce sont les mêmes qui rédigent la Constitution et qui la mettent en œuvre. Ce sont les mêmes qui sont élus, c'est le même qui est élu président de la République en décembre 1958 et qui ensuite va à 3 reprises utiliser le référendum pour interroger le peuple sur des questions essentielles, avant qu'il soit réélu au suffrage universel en 1965. Donc voilà, c'est un ensemble. Il y a d'une part le texte, mais il y a d'autre part la pratique du texte, et les deux choses sont liées tout simplement par une personne qui est le général de Gaulle, qui est à la fois le principal rédacteur et celui qui met en œuvre cette Constitution. Alors, bien entendu, au lendemain de la démission du général de Gaulle, aucun des présidents de la République qui ont succédé au général de Gaulle n'a partagé cette vision des choses. Aucun n'a partagé cette vision des choses. Et du coup, la façon dont le septennat a été mis en œuvre a changé de nature. Elle a changé de nature, et ça vous explique d'ailleurs pourquoi, dès 1973, le successeur du général de Gaulle, Georges Pompidou, s'est posé la question de la réduction du mandat. La question du quinquennat se pose quasiment dans les années qui suivent le départ du général de Gaulle. Et la procédure, vous le savez, elle a été très loin, puisqu'elle a été adoptée, cette révision a été adoptée par les chambres. Simplement, Georges Pompidou a bloqué la procédure parce qu'il savait qu'il n'obtiendrait pas la majorité des 3/5 au Congrès. Mais dès 1973, la question du quinquennat était posée. Et dès 1973, la question de savoir comment gérer un mandat de 7 ans avec l'érosion de la confiance populaire, dès lors qu'on renonce à la vision du général de Gaulle qui est celle de la remise en cause de cette confiance à date régulière, était posée. Cette question-là a été posée. Le général de Gaulle lui-même, en 1967, s'était interrogé sur la possibilité de ne pas avoir de majorité.
Georges Pompidou s'est posé la question à la veille des législatives de 1973, et Valéry Giscard d'Estaing, vous le savez, s'était posé la question à la veille des législatives de 1978, dans son fameux discours de Verdun sur le Doubs. Et ensuite, le problème a été réglé, si je puis dire, par le peuple avec les cohabitations, les 3 cohabitations qui ont succédé. Donc, dès 1973 et ensuite, la question de la nécessité de réduire la durée du mandat présidentiel s'est posée. Et alors, si l'on revient aux conditions dans lesquelles on est passé au quinquennat, et donc à la façon dont le débat a été lancé, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que le principal responsable du quinquennat, c'est le Premier ministre de l'époque. C'est le Premier ministre de cohabitation. Celui qui, pendant 5 ans, va exercer les pouvoirs de chef de gouvernement les plus importants de l'histoire de la Ve République, face à un président de la République amoindri et réduit aux acquis constitutionnels de ce que lui donnaient les textes. Et finalement, c'est ce Premier ministre qui ambitionne d'exercer la fonction présidentielle qui va mettre en œuvre une double réforme qui va, dans son esprit, permettre à la fonction présidentielle d'exercer une autorité pérenne, sans risquer de courir la plupart des risques de cohabitation. On ne peut jamais les écarter complètement, bien sûr. Le président Mézard l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir une démission, une destitution, un décès qui font que... Bon. Mais... ou une dissolution ratée. Mais, en tout cas, c'est Lionel Jospin qui, dès le départ, propose le quinquennat et qui, lorsqu'il aura fait voter le quinquennat, eh bien, proposera que la primauté du président de la République soit assurée par la prolongation du mandat des députés. Donc, vous le voyez, c'est toujours intéressant de voir qui est l'auteur d'une révision constitutionnelle. Le général de Gaulle est l'auteur de la révision constitutionnelle qui a introduit le suffrage universel direct pour l'élection du président. Mais en même temps, il l'avait anticipé à travers les référendums qu'il avait à 3 reprises promus entre 1958 et 1962. Lionel Jospin est le principal auteur de la révision de 2000 qui conduit donc au quinquennat, et on peut penser qu'il était quand même bien placé pour le faire, parce que c'est lui qui, pendant 5 ans, va exercer les fonctions de Premier ministre et qui arrive au terme de sa gouvernance de Premier ministre en se disant que finalement, la meilleure solution, c'est quand même d'exercer la fonction de président de la République et de se donner les moyens de pouvoir gouverner en ayant une majorité qui soutient l'action du président. Donc je crois que cela, c'est quelque chose que nous devons avoir en permanence à l'esprit. Un autre élément de la réflexion que nous devons avoir, c'est que dans la proposition du président Mézard, il y a quelque chose de nouveau, car il ne s'agit pas simplement de rétablir le septennat. Il s'agit d'introduire un septennat non renouvelable. Alors, dans la conception des différents présidents de la République qui sont succédés depuis 1958, on a eu d'une part ceux qui étaient favorables au quinquennat, Georges Pompidou, Jacques Chirac finalement, ceux qui l'ont appliqué ensuite, et puis il y a ceux qui étaient favorables au septennat. Mais aucun d'entre eux ne s'est prononcé pour un septennat non renouvelable, ni d'ailleurs pour un quinquennat non renouvelable. Rappelons-nous qu'en 2000, lorsque la question de la révision s'est posée, Jacques Chirac a accepté cette révision à une seule condition, c'est qu'il n'y ait pas de limite à la reconduction du mandat et que le président puisse être réélu aussi longtemps que le peuple et lui-même d'ailleurs le jugerait utile. Donc cette idée du septennat non renouvelable n'est jamais venue à l'esprit de ceux qui ont été en responsabilité présidentielle. Et je crois qu'on doit quand même se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est au peuple de décider si on veut ou non garder un chef d'État en fonction. Ce n'est pas à des dispositions juridiques de le prévoir de façon impérative. Et donc, si le président se représente, d'ailleurs, il peut toujours ne pas être réélu. La preuve, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui, en 1981, n'est pas réélu. Et de toute façon, c'est aussi le fait que, même si un président est réélu, il n'empêche qu'il se trouve toujours face aux aléas de la vie politique. Donc,
cette idée de limiter, voire d'interdire la possibilité pour un candidat à une élection de se représenter, eh bien, c'est une idée qui était étrangère à tous ceux qui ont été en responsabilité depuis 1958. Et ça, je crois que nous devons l'avoir bien à l'esprit. Alors, troisième argument, la question de la durée des mandats. C'est vrai que la réduction du mandat de 7 à 5 ans, elle n'est pas simplement due à la question de la cohabitation. Elle est due aussi au fait que, dans la plupart des pays démocratiques, le mandat de ceux qui sont en responsabilité ne dure pas 7 ans. Alors bien sûr, il y a quelques présidents de la République qui sont élus pour 7 ans, notamment celui d'Italie, d'ailleurs qui se prépare à démissionner parce qu'il trouve que partir pour 2 mandats, c'est un petit peu long pour lui, surtout à son âge. Je le comprends. Mais bon, cela dit aussi parce qu'il pense que les dangers qui menaçaient la République italienne se sont éloignés et que donc il peut rendre son tablier. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que lorsque on garde un mandat de 7 ans ou de 7 ans renouvelable dans les pays européens, c'est souvent parce que le titulaire de ce mandat exerce une magistrature d'influence, mais non pas une magistrature décisionnelle. Dans tous les autres pays, le mandat est moindre. Et même les présidents de la République, qui ont des fonctions, qui sont élus par le peuple, mais qui ont des fonctions beaucoup plus limitées que le président de la République française, ont tous des mandats inférieurs à 7 ans. Et alors, ce que le président Mézard nous a dit tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas aller dans ce sens de la réduction du temps médiatique. Mais je dirais que c'est la réduction du temps politique. Ce n'est pas la réduction du temps médiatique. Sachez une chose, c'est que si le président de la République, dans la plupart des pays européens, est élu pour moins de 7 ans, les députés le sont aussi pour moins de 5 ans. Dans beaucoup d'États démocratiques européens, dans la majorité d'entre eux, les députés sont élus pour 4 ans, voire 3 ans. Et ne parlons pas des représentants de la Chambre des représentants des États-Unis qui, eux, sont élus pour 2 ans. Donc, en général, la durée de mandat du président est moindre qu'en France, la durée de mandat des députés est moindre qu'en France, et donc l'organisation du temps politique, dans la plupart des États démocratiques, qui d'ailleurs ne fonctionnent pas plus mal que le nôtre, eh bien, n'est pas la même. Donc l'argument selon lequel le quinquennat aboutirait à amoindrir la possibilité pour le président de travailler sur le long terme, je crois que c'est un argument qui est relativement peu pertinent. Un dernier élément, président Mézard. Vous disiez tout à l'heure, dans votre présentation de votre proposition de loi, que la question du travail utile pour un président était fortement hypothéquée par le quinquennat. À partir du moment où, c'est vrai, il est élu pour 5 ans, et à partir d'un certain moment, il ne pense plus qu'à une chose, c'est être réélu, au moins à la fin de son premier mandat. Je crois que c'est un problème qui n'est pas constitutionnel. C'est un problème qui est politique et qui tient à l'organisation du travail politique. Je vous donnerai un exemple. J'ai la faiblesse de penser, et je ne suis pas le seul, que Jacques Chirac, Premier ministre en 1986, pendant 2 ans, a accompli davantage d'œuvres législatives que Jacques Chirac, président de la République, pendant les 5 ans où il a été réélu président. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que lorsque, en 1986, la majorité législative est arrivée au pouvoir, elle est arrivée avec un programme qui était intégralement prêt. Et donc, dans les 6 mois qui ont suivi son arrivée au pouvoir, elle a fait adopter la plupart des lois qui ont été ensuite mises en œuvre durant les 2 années qui ont suivi et même au-delà. Alors qu'en 2002, lorsque Jacques Chirac a été élu, après une grande incertitude pour savoir qui serait candidat, qui serait présent au 2e tour, rappelons-nous le débat de l'époque, eh bien, le programme présidentiel législatif était loin d'être prêt et il a fallu finalement subir un certain décalage dans l'élaboration des textes qui ont été finalement proposés au Parlement dans les années qui ont suivi. Donc tout dépend de la façon dont le travail législatif s'organise. Ça n'a rien à voir avec la durée du mandat. Un président de la République peut être élu à l'instant T
et entrer en fonction immédiatement avec des textes législatifs qui sont immédiatement prêts. Et puis aussi, on peut avoir le cas inverse où un président est élu et où on va attendre 2 ans pour que les premiers textes sortent de façon significative. Cela, c'est lié à l'organisation du travail législatif, à l'organisation du travail gouvernemental. Ce n'est pas lié au mandat présidentiel en lui-même. C'est une question politique. Alors je crois qu'il faut que nous ayons tout cela à l'esprit. Et puis il faut peut-être se dire aussi, Président Mézard, que la question des pouvoirs du président ne sont peut-être pas uniquement liés à la question de la durée de son mandat. Et nous avons eu l'occasion, je crois, en commission des lois, d'évoquer d'autres questions. Par exemple, la séparation des pouvoirs. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de séparation des pouvoirs entre le fait que le président de la République est le chef de l'État et d'autre part qu'il est le chef de la majorité, du fait qu'il maîtrise la dissolution, du fait qu'il y a un lien étroit entre la majorité parlementaire à l'Assemblée et le président de la République, est-ce que cela n'est pas une question qu'il faudrait un jour qu'on y réfléchisse? Or, ce n'est pas directement et même indirectement lié à la durée du mandat présidentiel. Donc, je crois que focaliser tous les débats liés à l'avenir de la fonction présidentielle sur la seule durée du mandat, je crois que ce n'est pas prendre forcément la question par le bon côté. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Monsieur Jean-Marie Le Guen. Monsieur le ministre, je vous en prie, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, bien sûr, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président Mézard, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous évoquons cet après-midi un sujet fondamental pour nos institutions, celui de la durée du mandat du Président de la République. Il s'agit d'une question importante puisqu'elle met en débat l'exercice de la fonction la plus éminente de la République. Pour traiter un si beau sujet, je crois utile de faire quelques rappels sur l'histoire de nos institutions et les origines du septennat, dont le groupe RDSE demande rétablissement sous une forme non renouvelable. Le septennat présidentiel n'est pas le résultat d'une réflexion théorique mûrement pesée, mais en fait des hasards de l'histoire. C'est en effet après l'échec des négociations entre monarchistes et républicains sur la durée du mandat présidentiel qu'une loi du 20 novembre 1873 est venue confier le pouvoir exécutif au maréchal MacMahon pour une durée de 7 ans. Il s'agissait en fait d'une position de compromis visant à concilier les partisans du quinquennat et ceux du décennat dans l'attente d'une réflexion institutionnelle apaisée. Décidé dans un contexte tumultueux, celui du retour de la République, le septennat fut toutefois confirmé par les lois constitutionnelles de 1875, puis par les constitutions de 1946 et de 1958. La Constitution de 1958 a donné un sens nouveau au septennat présidentiel. En effet, sous les 3e et 4e Républiques, le président n'avait rien et n'était rien, pour reprendre les mots d'André Tardieu. La 5e République mit fin à cette impuissance en donnant de vastes prérogatives au président de la République, garant de la continuité de l'État et de l'intérêt de la nation, arbitre placé au-dessus des partis politiques et représentant de la France à l'étranger. Dans cette optique, le septennat avait une justification théorique: délier le président de la République de la majorité parlementaire, ne faire reposer sa légitimité que sur le peuple, afin qu'il soit, comme l'affirmait le général de Gaulle, l'homme de la nation mis en place par elle-même pour répondre à son destin. C'est ce raisonnement renforcé en 1962, dans les circonstances que l'on connaît, par l'élection au suffrage universel direct qui conduisit la Ve République à donner au président un mandat plus long que celui de ses députés. J'ai parlé tout à l'heure à dessein de justification théorique du septennat, car en pratique, le président de la République a rapidement cessé d'être l'arbitre impartial du jeu politique que le Constituant de 1958 voulut qu'il fût. Dès le début de la Ve République, le président est apparu comme le chef de la majorité parlementaire, et je m'associe pleinement à Hugues Portelli qui souligne dans son rapport que la conception du président arbitre n'a jamais été vraiment celle du général de Gaulle, qui est intervenu d'entrée dans les décisions de politique intérieure en donnant ses directives au gouvernement, qui a interdit au Premier ministre de se faire qualifier de chef du gouvernement.
Cette évolution était d'ailleurs normale et prévisible. Élu grâce au soutien d'un parti et sur la base d'un programme politique, le président de la République pouvait-il abandonner ses convictions après son élection et se limiter à concilier les opinions des uns et des autres? Il n'était ni possible ni souhaitable que le président soit placé hors de la vie politique. Ainsi, en dehors des périodes de cohabitation, tous les présidents successifs ont joué un rôle non négligeable dans la vie politique française, non seulement en contribuant à la définition et à la conduite de la politique de la nation, mais aussi en prenant part aux débats nationaux lancés par le Parlement, par la presse ou par les partis. La figure d'un président arbitre qui serait sans lien avec la vie politique et le fonctionnement des institutions ne rend donc pas fidèlement compte de ce qu'est le président de la République depuis des décennies. Dès lors, l'idée que le président serait détaché de la vie politique est une fiction et ne saurait justifier que le chef de l'État dispose d'un mandat plus long que celui des députés. Ce constat ne date pas de l'an 2000, année de la révision constitutionnelle sur le quinquennat. Il est en fait beaucoup plus ancien. Dès 1973, Georges Pompidou avait tenté de raccourcir la durée du mandat présidentiel pour la ramener à 5 ans. Comme le soulignait à l'époque le sénateur Étienne Dailly, le quinquennat apparaissait comme la conséquence logique de l'élection du président de la République au suffrage universel. Faute de suffrages suffisants pour atteindre la majorité des 3/5 au Congrès, le projet de révision de 1973 fut toutefois avorté, et ce n'est qu'en 2000 que le quinquennat fut approuvé par référendum par 73% des Français. Si j'ai pris le temps de faire ce rappel historique, c'est parce qu'il me semble encore pleinement valable. Le septennat n'est pas un sujet tabou et la proposition de loi constitutionnelle du président Jacques Mézard a toute sa légitimité. Cependant, je ne m'associe pas à ce texte, et ce pour plusieurs raisons. Même si, comme a été souligné par notre rapporteur, par votre rapporteur, le débat a vraiment toutes les raisons d'exister et il fait progresser d'une façon permanente notre réflexion sur des questions qui se posent indiscutablement dans notre vie politique et dans la période que nous connaissons, même si elle n'est pas le produit simplement d'une réflexion théorique, même si l'on en voit fleurir beaucoup, mais si elle est tout simplement aussi l'expression d'une réflexion sur la crise démocratique que nous vivons et sur laquelle la place des institutions est évidemment questionnée et leur fonctionnement. En premier lieu, donc, je reviens à mon sujet le plus immédiat, en premier lieu, rétablir à 7 ans la durée du mandat présidentiel n'épuise pas la réflexion que nous pouvons mener sur nos institutions. Tout au contraire, cette réforme isolée pourrait déstabiliser l'architecture des pouvoirs et remettre en cause un équilibre fragile. Le président de la commission des lois, Jacques Larcher, soulignait dans son rapport sur la révision de 2000 que les effets indirects du quinquennat dépendraient largement de la coutume qui s'établirait à terme. Il en irait de même pour le septennat non renouvelable, dont les conséquences devaient être finement mesurées. En second lieu, je ne crois pas que les critiques formulées par le président Mézard sur le rôle du président de la République, dont j'ai bien compris qu'il le considérait en quelque sorte comme excessif, aient véritablement un lien avec la notion même du quinquennat présidentiel. En fait, l'accélération de notre vie politique, la surexposition médiatique du président de la République, son rôle de chef de la majorité, tous ces éléments n'ont pas une seule et unique cause. Il me semble aussi résulter d'une évolution de la société et du contexte de crise économique et sociale, en tout cas de mutation que nous traversons. Si nous essayons d'aller plus vite, ce n'est pas à cause du quinquennat, c'est parce que les économies sont de plus en plus interdépendantes, parce que l'information est désormais instantanée et parce que les Français attendent des résultats rapides et concrets. Et si le président est plus présent dans la presse que par le passé, c'est aussi en raison des changements récents qu'ont connus les médias, notamment depuis la création des chaînes d'information continue, non pas à cause de la durée de son mandat, encore qu'on pourrait imaginer aussi qu'il ait la décision de vouloir s'en abstraire. Mais ce n'est pas la pratique qui est celle des différents quinquennats que nous avons connus. J'ajouterai un dernier point.
Je ne pense pas que le septennat non renouvelable réponde aux attentes des citoyens. Déjà en 2000, la majorité s'accordait sur la nécessité de renforcer le rythme des respirations démocratiques au regard de l'importance des pouvoirs confiés au président de la République. Il est donc logique en démocratie qu'une institution au pouvoir particulièrement important revienne plus souvent devant le suffrage universel. Allonger à 7 ans la durée du mandat présidentiel, ce serait prendre le risque de l'isolement, de la perte du lien avec le peuple. C'est justement pour lutter contre ces risques que le quinquennat a été institué. Je pense également que le septennat n'est pas adapté au rythme de notre époque. Déjà en 1973, Étienne Dailly, rapporteur du projet de loi constitutionnelle visant à instituer le quinquennat, dont je ferai référence tout à l'heure, résumait ainsi la situation. Prétendre que le candidat à la présidence de la République va pouvoir proposer un programme pour 7 ans, cela relève davantage de l'art divinatoire que de l'art politique. Que ne pourrait-on dire aujourd'hui dans une époque où la conjoncture économique et sociale peut connaître des changements majeurs simplement en quelques mois? Aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, comme vous l'aurez compris, le gouvernement n'est pas favorable à l'adoption de la présente proposition de loi constitutionnelle et estime que ce texte, tout en soulevant des questions du plus grand intérêt, n'y apporte pas ponctuellement, à travers simplement cette proposition, une réponse satisfaisante. Nos institutions peuvent toujours être améliorées. Elles peuvent être rendues plus efficaces, plus démocratiques, plus adaptées aux défis de notre époque et aux aspirations légitimes des citoyens. Pour ce faire, de nombreuses pistes pourraient être mises à l'étude. Le renforcement de la participation du public à la prise de décision, un meilleur exercice par le Parlement de ses missions, notamment en matière de contrôle du gouvernement, l'affermissement de l'indépendance de la justice. Et il y a encore bien d'autres sujets sur lesquels nous pourrions intervenir. Cependant, aucune de ces pistes ne peut être pensée séparément des autres. Limiter notre réflexion à la durée du mandat présidentiel, c'est prendre le risque de l'inefficacité et peut-être au pire celui de l'improvisation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Christian Lamy a la parole. Ce sera le dernier intervenant. Je suis désolée, mais les 4 heures de l'espace réservé seront épuisées. Et donc, je lèverai la séance à la suite de l'intervention de Monsieur Lamy. J'ai bien de la chance, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, j'ai bien de la chance qu'il n'y aura pas d'autres débats contradictoires après ce que je vais être amené à vous dire. Les Français, la question qu'on peut se poser, les Français ont-ils eu raison il y a 14 ans d'abandonner le septennat pour adopter le quinquennat? L'institution de la République a toujours posé la question de la durée du mandat présidentiel, quelle que soit la conception de la fonction. À l'origine, je le rappelle, le mandat du président n'était ni de 5 ans ni de 7 ans quand la fonction fut instituée en 1848 à l'avènement de la Deuxième République. Le président exerçait alors pour une durée de 4 ans. Cette durée de 7 ans fut le fruit d'un compromis boiteux, initié ensuite par le maréchal MacMahon, premier président de la Troisième République, ainsi que l'a rappelé le rapporteur de la Commission des lois. Permettez-moi ce bref rappel historique. Les royalistes qui siégeaient à l'Assemblée nationale étaient alors plutôt partisans d'un mandat de 10 ans, alors que les républicains penchaient majoritairement pour une durée de 2 fois moindre. Les premiers, par sa longue durée, y voyaient un mandat de monarque qui pouvait préparer une nouvelle restauration. Les autres, par une durée abrogée, souhaitaient introduire une sorte de dépersonnalisation du dit mandat afin d'asseoir définitivement la toute jeune République. Invité à se prononcer entre le décennat et le quinquennat, MacMahon coupa la poire en deux afin de contenter tout le monde, ce qui fut le cas. Le septennat a donc été imposé davantage par les circonstances que par une véritable réflexion institutionnelle. Néanmoins, ce choix s'est pérennisé et conforté non seulement par la pratique initiale d'une présidence plutôt effacée, comme le soulignait d'ailleurs en son temps Raymond Poincaré, qui aimait à dire au lendemain de son élection « Une seule pensée m'habitait ». La terrible responsabilité qui va peser dorénavant sur moi, tandis que le principe de l'irresponsabilité constitutionnelle me condamne pour 7 ans au mutisme et à l'inaction. Ensuite, sous la Ve République, cette pratique s'est renforcée, comme chacun le sait, par la volonté du général de Gaulle,
qui a voulu ainsi conforter le rôle et l'action du président. En effet, pour le général, un mandat de 7 ans permettait au président d'aborder les grands choix de la nation dès le début de son mandat, dont le cours serait ainsi préservé par la sérénité des dernières années préservées à l'œuvre à accomplir et non à la querelle partisane du renouvellement électoral. Jacques Chirac a jugé ce système trop anachronique et dégagé des évolutions politiques. Souhaitant mettre en place un renouvellement plus fréquent du mandat présidentiel et diminuer les risques de cohabitation en alignant sa durée sur celle du mandat des députés, il a donc fait adopter le quinquennat suite au référendum du 24 septembre 2000. Ainsi que l'a rappelé notre collègue Jacques Mézard, seulement 18,5% des électeurs inscrits, soit 7,5 millions de Français, l'ont ratifié dans une quasi-indifférence. L'un des changements les plus radicaux de la Ve République qui a profondément modifié la nature même de notre République. En effet, les 12 dernières années qui ont vu se succéder 3 quinquennats ont montré que son adoption n'a pas amélioré en elle-même la démocratie et encore moins la capacité de contre-pouvoir au sein et en dehors de la majorité. Après le quinquennat chiracien 2002-2007, celui de l'hyperprésidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, puis celui de François Hollande actuellement en cours, la question du retour au septennat est revenue à l'ordre du jour. D'une manière générale, nous pouvons constater l'affaiblissement constant de l'autorité du président qui, après les 2 premières années mobilisées pour imposer les réformes nécessaires, se voit aussitôt confronté à l'obsession du renouvellement électoral. On assiste aujourd'hui à une véritable dérive de la place et du rôle des institutions de notre République, confrontées à une présidentialisation excessive du pouvoir et des institutions accompagnées de l'influence grandissante des médias et des nouvelles technologies de communication dans la vie publique, politique. En effet, la complexité et les urgences de la vie publique imposent au président d'avoir le recul nécessaire et de disposer de temps pour mettre en chantier les réformes structurelles de l'avenir, en dissociant la préoccupation de l'intérêt national à long terme des querelles partisanes à brève échéance électorale. Le recours au septennat apparaît donc comme la meilleure solution, sous certaines conditions d'ajustement, notamment celle d'un septennat non renouvelable. C'est le sens même de la proposition de loi constitutionnelle dont nous débattons aujourd'hui, à l'initiative de nos collègues radicaux de gauche, visant à rétablir à 7 ans la durée du mandat du président de la République et à le rendre non renouvelable. Proposition que je soutiens, ainsi qu'une partie importante de mon groupe Union UDI-UC. Permettez-moi aussi de préciser qu'une initiative identique a été menée par notre collègue UMP, le député Jean-Pierre Decaule, à l'Assemblée nationale. L'objectif de ce texte est de représidentialiser la fonction du chef de l'État au profit du gouvernement et du Parlement. Au président de la République, la fonction d'arbitrage afin d'assurer le bon fonctionnement des institutions et la continuité de l'État, se tenant ainsi en permanence au-dessus de la mêlée politicienne. Au Premier ministre et à ses ministres, la fonction de gouvernement, mettant en œuvre le programme politique pour lequel le chef de l'État a été élu en liaison avec le Parlement. Le retour au septennat est également une invitation à revenir à cette idée d'un équilibre entre les principaux pouvoirs constitutionnels politiques que sont le gouvernement et le Parlement. Dans ce schéma, le président de la République, sorte de pouvoir neutre placé au-dessus des contingences politiques, serait justement l'une des garanties de cet équilibre. À un moment où notre pays a besoin d'une forme de stabilité, revenir au mandat présidentiel de 7 ans non renouvelable est une proposition de sagesse. Débarrassé des préoccupations liées à une éventuelle réélection, le président de la République pourra ainsi faire le nécessaire travail de réforme en profondeur dont la France a tant besoin. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Voilà pour ce débat des sénateurs sur le septennat non renouvelable. Débats qui se sont tenus mardi après-midi au Sénat à la demande du groupe RDSE, ce groupe à majorité de radicaux de gauche. Vous avez notamment pu entendre Jacques Mézard, le patron des radicaux de gauche qui portait cette proposition de loi constitutionnelle, mais aussi par exemple Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Les discussions ont donc dû s'interrompre car le temps consacré aux demandes du groupe RDSE était écoulé et donc ce débat va revenir dans l'hémicycle et sera inscrit prochainement à l'ordre du jour par la conférence des présidents. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.